Bonjour à tous. La thématique de cette table ronde, ça va vraiment être sur les transitions écologiques, sur les questions actuelles, sur le climat, soi-même, voilà, comment on fait pour vivre avec tout ça. Donc je vais vous présenter nos trois intervenants. Donc pour commencer, on a Merem Tahar. Merem Tahar, c'est une étudiante en droit privé à l'université de Reims, en Champagne-Ardenne. Elle est également présidente du Parlement des étudiants à Reims également, ce qui lui a permis d'aller au Parlement européen, voilà, quand même, où elle a tenu un discours sur la jeunesse. Elle est également présente au sein de l'association Les femmes de la diaspora tchadienne. Elle nous en parlera, je pense, tout à l'heure. Et enfin, pas des moindres, elle a fait partie de plusieurs COP, et notamment en ce moment la COP 15, donc la 15e Convention des Nations Unies. Bravo, et puis bienvenue. Ensuite, on a Timothée Duverger. Timothée Duverger, il est ingénieur en recherche à Sciences Po Bordeaux, également chercheur au centre Émile Durkheim. Il participe et il est a de nombreux rôles sur tout ce qui est économie sociale et solidaire. Il a également écrit de nombreux livres que vous pouvez retrouver dans la librairie juste à côté après cette table ronde. Donc il est auteur de nombreux livres sur ce sujet. Voilà, enchantée. Et pour finir, nous avons Victoria Guillaumont, qui est animatrice et créatrice du podcast Nouvel Oeil. Je vous conseille tous d'aller dès à présent vous abonner à Nouvel Oeil. Elle est conférencière engagée vers la sobriété heureuse. Pareil, j'imagine que tu nous en parleras tout à l'heure. Autrice de 2 livres, dont le dernier est également dans la librairie juste à côté. Tu penses quoi de la vie, mamie ? Et enfin, pour terminer et pas des moindres, elle est en train de réaliser un documentaire, le documentaire Shimla, si je le prononce bien, voilà, qui est réalisé en Inde et qui paraîtra sans doute l'année prochaine, au printemps de l'année prochaine. Voilà. Donc, c'est parti. Première question pour tous nos intervenants. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans la lutte pour les transitions écologiques ? Voilà, qu'est-ce qui vous a motivé ? Est-ce que vous avez rencontré des freins ? Voilà, je vous laisse la parole. Merem, je t'en prie. Merci, bonjour à tous. Donc, moi, mon engagement, il a commencé, on va dire, très tôt, parce que dès l'âge de 8 ans, moi, je savais que je voulais m'engager dans le monde humanitaire. Et ensuite, il y a eu tous ces engagements, à peu près, le Parlement des étudiants, toutes les associations étudiantes à l'université. Et puis ma mère, elle a fondé en plein confinement en novembre 2020 l'association Les femmes de la diaspora tchadienne. Donc c'est une association qui a plusieurs volets, qui a le volet humanitaire, les actions humanitaires au niveau du Tchad concernant le développement. Et il y avait aussi le côté social en France, notamment des personnes étrangères quand elles arrivent, comment les intégrer et les aider dans les démarches administratives. Et puis le volet culturel, parce que je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent le Tchad ici, mais c'est vrai que le Tchad n'est pas très connu au niveau à l'international. Et dans cet engagement, il y a eu tout ce côté, en fait, on s'est rendu compte que dans les discussions à l'international, le Tchad n'était pas du tout valorisé. On n'en parlait pas assez. Et il y avait cet engagement aussi écologique, mais il y avait d'un côté un peu le syndrome de l'imposteur, parce que quand on est jeune, quand on est une femme, c'est assez compliqué parce qu'on se dit on n'est pas forcément la légitimité de parler. Ça a commencé avec ma première COP qui était à la COP 27, où j'ai parlé de la situation de changement climatique au Tchad, notamment le Sahel en général. Et je me suis rendu compte, après cette conférence, beaucoup sont venus me voir et me dire mais en fait, c'est bizarre tout ce qui se passe au Tchad, mais on n'en entend pas jamais parler. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit en fait, il faut que je m'engage encore un peu plus. Il faut que j'hisse la voix le plus possible. Et ça a commencé avec d'autres conférences. Et puis après, j'ai rencontré le président de la COP 15 désertification. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 COP. Il y a la COP biodiversité, COP désertification et la COP climat, qui est la plus connue. Et à partir de ce moment-là, il m'a dit « Mais c'est intéressant ton engagement, ce que tu fais. Moi, j'aimerais qu'on travaille ensemble. » Et depuis, je travaille avec le président de la COP 15, où j'ai été nommée en avril dernier envoyée spéciale jeunesse, où je fais le relais entre la jeunesse et tous les différentes COP. Donc voilà. Merci. Timothée, si tu veux aller à la question, veux-tu que je la répète ? Non, c'est good. Non, ok.
Merci beaucoup. Alors moi, c'est une approche un peu différente parce que j'étais plutôt engagé sur les questions sociales en tant que... Donc c'était il y a 15 ans, moi, donc je suis un peu plus âgé, même si ça reste relatif, mais voilà. Et donc j'étais plutôt engagé sur les questions sociales en tant que à la fois syndicaliste étudiant sur le campus, que moi j'étais à Montaigne, donc pas très loin d'ici, en fac d'histoire à l'époque, bon, qui est un peu le bastion hein, de ces sujets-là, on va dire. Hein, c'est la fac régulièrement bloquée, j'y ai pris ma part à l'époque. Et puis également, j'avais un engagement militant politique. Et c'est là que j'ai rencontré Noël Mamère, en fait, donc, qui était un député écologiste. Vous connaissez peut-être, hein, peut-être pas pour les plus jeunes, mais Noël Mamère, donc, il a été candidat au présidentiel pour les Verts en 2002 notamment. Et il était député de la 3e circonscription de la Gironde, donc Bègles, Villeneuve-d'Ornon, Talence et un petit bout de Bordeaux Sud. Voilà. Et donc je l'avais rencontré à cette époque, je lui ai demandé c'est quoi vos sources d'inspiration. Et il m'avait parlé d'un auteur qui s'appelait Jacques Ellul, dont on fête d'ailleurs les 30 ans du décès cette année, qui est un des principaux penseurs de l'écologie politique, qui est aussi la référence d'ailleurs du maire de Bordeaux, Pierre Urmic, hein, donc qui a été prof à Sciences Po Bordeaux et qui a formé des générations. Donc c'était Noël Mamère pour les plus connus, Pierre Urmic, donc José Bové aussi, qui était une figure de l'altermondialisme et qui lui était lié. Et donc c'est suite à ça que j'ai beaucoup lu, on va dire, Jacques Ellul, notamment ses ouvrages sur la technique, parce que c'était quelqu'un qui critiquait notamment la technique et le règne de la technique sur nos vies et sur les sociétés. Et c'est suite à ça en fait que j'ai développé des travaux à l'époque et des engagements autour de la décroissance en fait. Donc j'avais fait un livre il y a 15 ans sur la décroissance un peu dans cette mouvance-là. Voilà. Donc c'est comme ça en fait tout simplement que j'y suis allé, plutôt par les idées, par une conviction qu'il était nécessaire au fond, pour conclure là-dessus, parce que c'était un peu la thèse aussi d'Ellul d'ailleurs, qu'il était nécessaire au fond de remettre le politique au centre, c'est-à-dire notre capacité à faire société, à créer du débat et pas à être dominé finalement par des puissances extérieures, et en l'occurrence la technique. Aujourd'hui on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, hein, typiquement. La pensée d'Ellul d'ailleurs permet de la penser, permet de voir comment elle s'autonomise finalement des sociétés humaines, hein, cette intelligence artificielle. Et comment, d'une certaine manière, elle peut à la fois modifier la vie elle-même en réalité. Voilà. Donc ça, c'est un peu le sens, on va dire, de mon engagement au départ sur ces sujets-là. Voilà. Super, merci. Et toi, du coup, Victoria ? Bonjour à tous, déjà merci d'être là, on a la chance d'avoir le soleil, c'est merveilleux. Est-ce qu'on entend bien le micro ? Ouais, ok, super. Moi, mon engagement, il s'est construit petit à petit. Je crois qu'il n'y a pas vraiment eu un déclic où les gens se disent « Ok, je me suis réveillée un matin, bam, c'était l'étincelle, j'ai décidé de tout changer du jour au lendemain ». J'ai eu la chance de grandir en tout cas au milieu de la campagne avec des parents agriculteurs. Donc j'ai vraiment appris à vivre les pieds dans la terre, à voir directement les impacts déjà présents du dérèglement climatique, avec un petit peu ce discours ambiant à la maison de papa qui disait on va manquer d'eau dans le futur, de plus en plus j'ai du mal à cultiver mes terres, donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Mais pour autant, je ne m'engageais pas particulièrement. Ce qui m'a poussée, au-delà de cette prise de conscience, à agir et à faire transitionner toute ma vie pour la cause écologique, ça a été peut-être de faire le lien entre la quête de sens et ce côté finalement très spirituel lié au développement personnel, qui est selon moi intimement rattaché à l'écologie, que j'ai mis plusieurs années à maturer. Une des grosses expériences qui a créé une petite étincelle en moi, ça a été un premier voyage humanitaire, c'est cliché, hein, mais en Inde, quand j'avais 18 ans, où en fait j'ai pour la première fois découvert une autre réalité que celle qu'on connaît et qu'on expérimente tous les jours dans nos vies occidentales. Et pour la première fois, je me suis posé ces questions un petit peu existentielles de « mais en fait, j'ai 18 ans, qui je suis ?» Et jamais je me les étais posées, puisque jamais on m'avait poussé à l'école à me poser ces questions-là. On me disait plutôt « et des bonnes notes, avance vite, sois meilleur que ton voisin, que ta voisine, et un beau diplôme pour décrocher un beau CDI, pour gagner beaucoup d'argent, comme ça t'achèteras beaucoup de choses et tu seras heureuse. » Et là, au milieu de ces bidonvilles en Inde, je voyais une autre version de la réalité et aussi une autre façon de voir le bonheur. Et je voyais que le sourire de ces enfants était beaucoup plus intense, sincère et profond que pour la plupart je voyais en France. Et donc j'ai un petit peu remis en perspective toutes ces questions de qu'est-ce que c'est que réussir sa vie, qu'est-ce que c'est que d'être bien dans sa peau, comment on construit la confiance en soi, et donc toutes ces questions finalement existentielles qui nous habitent tous. Et c'est là que petit à petit j'ai fait le lien très direct entre l'écologie au sens large et cette écologie plus intérieure de développement personnel, d'aller titiller un petit peu ces questions qui font qui on est au quotidien.
Et donc, en titillant ces questions-là, j'ai très vite compris qu'en fait, agir pour l'environnement, ça rendait heureux. Et que c'était à la fois agir pour soi, puisque c'était éplucher aussi sa vie pour aller à l'essentiel, pour se poser des bonnes questions, et pour, oui, aller creuser des questions qui dérangent, mais au final, qui nous font profondément du bien. Donc, dès lors que j'ai compris qu'en fait, l'écologie, ça rendait heureux, et que l'engagement, ça rendait heureux, j'ai plus jamais refait retour en arrière, mais j'ai dédié toute ma vie à cet engagement. Donc après, ça s'est manifesté par des projets, comme tu le disais, mon podcast, l'écriture, le film. Et aujourd'hui, c'est mon quotidien, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, on va passer sur la première question individuelle, même si on vous invite bien entendu à ensuite réagir, rebondir sur les dires de Merem. Donc Merem, la première question, forte de ton engagement au sein de l'association Les Femmes de la Diaspora Tchadienne, est-ce que tu peux nous parler du rôle des femmes dans les transitions écologiques ? Les femmes, je vais parler plutôt à l'échelle un peu des conférences pour vous donner un peu l'idée des COP. C'est que malheureusement, en fait, dans la société par exemple tchadienne, quand on regarde les femmes, ce sont celles qui tiennent le foyer entre guillemets. C'est des femmes qui ont l'ambition, et c'est les femmes qui donnent aussi le sens de l'éducation aux enfants. Et les femmes, elles ont un rôle majeur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est dans les conférences et qu'on va parler, par exemple, d'accessibilité à l'eau potable, les hommes vont juste penser accessibilité à l'eau potable. Mais les femmes vont voir tout un périmètre autour. Se dire, mais en fait, s'il y a l'accessibilité à l'eau potable, ça va permettre aux enfants de moins marcher pour aller chercher de l'eau. Ça va permettre de gagner du temps pour permettre une éducation aux enfants. Ça va permettre d'avoir un avenir. C'est toutes ces choses-là que les femmes pensent que... Ça fait un peu cliché, mais forcément, les hommes ne vont pas penser. Et malheureusement, encore aujourd'hui, quand on parle de légitimité ou de syndrome d'imposteur, c'est que les femmes, on les laisse pas souvent parler pendant les négociations. On se dit que forcément, elles n'ont pas l'expérience requise par rapport aux hommes. Et on a l'impression, malheureusement aussi, c'est que les gens sont avec de la réserve, surtout la jeunesse. Pour vous donner un exemple, lors de la dernière COP, la COP 28 à Dubaï, on a fait des recommandations avec des jeunes, énormément sur la question des femmes dans la transition écologique, la place des femmes dans l'écologie. Et sur des recommandations de 100 pages, il y a eu à peine une phrase qui a été prise en considération. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a beau dire qu'on prend en considération la voix des femmes, qu'on prend en considération le progrès et les efforts que les femmes mettent, mais en réalité, dans la pratique, on est encore très très loin. Donc je pense que sincèrement, il faudrait qu'on se questionne davantage, de se dire pourquoi on a besoin des femmes, pourquoi on a besoin de travailler en synergie tous ensemble, et surtout les femmes aussi des différentes régions, parce que tu parlais de ton voyage en Inde, c'est une réalité. Par exemple, moi je prends l'exemple de ma communauté dans le nord du Tchad, les Toubous, les gens ne rêvent pas forcément d'avoir un écran plasma en plein désert. En fait, il faut que les gens aussi se rendent compte de la réalité du terrain. C'est que les gens adorent leur mode de vie. Ils sont nomades, ils en sont très fiers. C'est pas forcément un mode de vie à l'occidental que tout le monde rêve. Mais aujourd'hui, l'Occident, il faut qu'elle se rende compte des questions des pertes et dommages. C'est que le réchauffement climatique qui subit en Afrique, surtout, c'est pas grâce, mais plutôt à cause de ce qui se passe en Occident. Et aujourd'hui, c'est qui les premiers qui en subissent, comme dans les guerres, dans les conflits, c'est les femmes et les enfants en premier. Et malheureusement, on oublie tout le temps en fait cette perspective. Et quand parce que les hommes ont cette possibilité de s'exiler, de partir ailleurs, mais les femmes et les enfants restent coincés dans un mode de vie qu'ils n'ont pas choisi. Par exemple, nous, on est quand même une zone où il y a ces traits de l'agriculture. Aujourd'hui, avec la dégradation des terres et la sécheresse, c'est très menacé. Donc je pense qu'on a vraiment besoin de prendre tous en considération cela et de voir aussi avec une autre hauteur les réalités des autres pays et d'autres endroits aussi. Et de se rendre compte que nos modes de vie sont différents, que nos cultures sont différentes, mais que personne n'a réellement envie d'avoir un mode de vie similaire. Merci. Oui, en effet, parfois regarder son voisin, on peut en prendre des notes et des bonnes notes, on peut également évoluer. Est-ce que vous avez envie de réagir, Victoria ou Timothée, également à cette question, à la place des femmes ou sur ce que Merem vient de dire ? Peut-être ajouter qu'il y a la place des femmes, mais il y a aussi le côté féminin qu'on pourrait remettre dans les milieux très masculins. Je pense à un livre de Ferdinand Richter qui a écrit « Réinventer le masculin ». Et je crois qu'on aurait beaucoup intérêt tous à remettre beaucoup plus de féminin au sein même de la lutte écologique, puisque c'est précisément aussi cette lutte un petit peu égotique qui est souvent rattachée au côté masculin, qui dessert parfois la cause, où on a cet esprit de compétition et que même
parfois dans l'engagement, on a des personnes qui veulent écraser les autres, faire plus, faire mieux, etc. Et au final, on en vient à desservir la cause plus qu'autre chose. Et donc remettre quelque part du féminin, de la douceur au sein même de ce milieu-là, sans que ce soit forcément des femmes, mais que des hommes aussi apprennent à accepter leurs émotions, à se mettre dans un état de vulnérabilité. Je trouve que c'est à la fois pour la question écologique, mais dans nos quotidiens à tous, je crois qu'on aurait beaucoup à tirer, à mettre beaucoup plus de douceur et de vulnérabilité dans tous les pans de nos vies. Donc oui, donner plus la parole aux femmes, mais aussi peut-être tendre la main aux hommes qui ont aujourd'hui encore beaucoup de mal à s'accepter tels qu'ils sont, ou alors qui sont prisonniers dans ces injonctions de un homme ça doit pas pleurer, un homme ça doit toujours être au top du top et puis pas montrer ses faiblesses parce que c'est perçu comme quelque chose de négatif. Donc oui, remettre les femmes sur le devant, mais aussi faire de la féminité à la fois une philosophie de vie, quoi. En tant qu'homme, je vais réagir. Non, je pense que ça renvoie effectivement à toutes les théories du care sur l'idée du prendre soin, de la vulnérabilité, etc. Je pense que c'est assez juste. Je pense que cela dit, le chemin va être assez long. Hein, voilà. Mais pour autant, non, on est d'accord. Mais toujours est-il que toutes nos sociétés, nos institutions sont structurées en réalité pour essayer de pacifier, de réguler autant que possible les conflits en réalité. Le propre d'une institution, c'est ça. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, l'humanité, malgré tout, passe son temps à s'opposer. Je veux dire, on est dans des paysages de guerre. C'est quand même ça aussi la réalité dans laquelle on est. Donc, je pense qu'effectivement, il faut arriver à hacker d'une certaine façon le système et les rapports sociaux avec ce type d'approche. Je suis tout à fait d'accord, mais pour autant, voilà, il faut, à mon avis, il faut une part il faut le contrebalancer par le fait que malgré tout, on ne peut pas attendre quelque part de changer les rapports de pouvoir pour pouvoir changer le monde. Voilà. Donc c'est un peu une tension en tout cas. Voilà, c'est une question que je soulève. À mon avis, c'est une tension très forte, voilà, que je repère. Et après, sur le fond, j'aimerais juste citer pour compléter une phrase, mais qui va un peu dans ce sens-là. Il y a une phrase de Marcel Mauss, qui était un célèbre anthropologue qui a écrit les Essais sur le don, donc il y a un siècle de ça, et il disait il faut s'opposer sans se massacrer. Donc ça rejoint ce qui a été dit, c'est-à-dire il ne s'agit pas de bannir toute compétition, il s'agit de la mettre dans un cadre. Et effectivement, et d'éviter que quelque part les gens se massacrent, voilà, c'est-à-dire arriver à garantir les conditions d'une opposition qui soit fertile d'une certaine façon, parce qu'aussi les désaccords peuvent être fertiles, et c'est important aussi évidemment de les assumer, d'en avoir, etc. Mais dans quelles limites, c'est ça la question. Et deuxième point, c'est se donner sans se sacrifier. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut bien sûr de l'altruisme, mais pour autant, ça ne doit pas conduire à l'oubli de soi-même. Sinon, à vrai dire, ceux qui ont des comportements égotiques, etc., vont en profiter sans problème. Donc c'est pour ça que donc je rejoins tout à fait cette approche-là, en disant simplement, voilà, peut-être c'est une question d'équilibre en fait. Moi, mon sentiment, mais je ne crois pas que ce soit contradictoire de ce qui vient d'être dit. Super, merci beaucoup à tous les trois. La deuxième question est pour toi, Timothée. À ton avis, est-ce que c'est aux individus, à nous tous, et là en tant que groupe ou en individu, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, tout confondu, est-ce que c'est à nous d'initier les transitions écologiques ? En tout cas, si on l'attend des COP du niveau international, on risque là aussi d'attendre un peu. Voilà. Donc il faut là aussi bien commencer quelque part. Donc évidemment, en tant qu'individu, on a notre part à faire. Alors après, moi j'ai une approche qui est plus politique qu'éthique. Donc c'est-à-dire, moi je crois que la question de l'individu doit s'ancrer dans un collectif. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un sentiment, ça c'est une prise de position, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais en tout cas mon sentiment personnellement, c'est qu'effectivement l'idée c'est plutôt de s'inscrire dans un collectif et donc dès lors de se demander comment on organise les bascules. Ça me semble un préalable important, c'est-à-dire qu'on peut à titre individuel limiter sa consommation, agir éthiquement, etc. Et c'est tout à fait souhaitable au demeurant, et d'ailleurs toutes les études macro le montrent, ça ne suffira pas. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire que ça ne suffit pas. Donc ça veut dire qu'il faut faire en plus autre chose.
Voilà. Et donc ça passe par l'action collective. Et donc, typiquement, pas simplement limiter sa pop consommation, consommer mieux, etc., mais monter un supermarché coopératif, comme certains l'ont fait, s'inscrire dans une AMAP, faire... Vous voyez, donc c'est s'inscrire dans des actions collectives qui permettent là de changer la consommation, si je prends, parce que c'est souvent ça l'entrée. Souvent, c'est à travers la consommation que ces approches-là se font. Donc c'est pour ça que je dis, il peut y avoir des actions collectives à travers la consommation. Mon sentiment, c'est qu'on peut même aller plus loin, c'est-à-dire poser la question des mobilités. Il y a des coopératives qui se sont montées pour développer l'autopartage comme alternative à la possession, la propriété de la voiture individuelle. Ces cities qui existent là sur la métropole, qui développent d'ailleurs plein de places. Le projet qui s'est raté, mais c'était Railcoop qui voulait développer le ferroviaire sur des lignes transversales qui ont été abandonnées en réalité par la puissance publique pour essayer aussi d'avoir des alternatives. C'est développer le vélo. Il y a BAM, qui est une association qui développe le vélo sur la région Nouvelle-Aquitaine et particulièrement la métropole de Bordeaux. Voilà, sur les mobilités, je pourrais prendre le cas des énergies renouvelables. Enercoop qui développe des énergies 100% vertes, voilà, et qui est une coopérative là aussi, et ainsi de suite. Donc je pourrais multiplier comme ça, c'est pour vous donner quelques exemples du secteur, mais il y a un grand nombre de ces initiatives qui sont prises. Donc moi, il me semble que l'action collective, elle est importante, et que cette action collective-là, elle doit rencontrer après l'action publique. Et donc elle doit interpeller les collectivités locales, bien sûr, qui à mon avis ont un rôle assez majeur sur ces sujets-là. Il s'agit de refaire la ville, de refonder nos sociétés, de refaire l'aménagement du territoire, pour éviter, on en parlait tout à l'heure, on parlait de villes qui ont pu justement subir des phases de déclin comme l'Aréole et autres, qui aujourd'hui connaissent un petit regain, mais léger, mais qui en fait ont pâti d'un aménagement du territoire très centralisé sur Bordeaux. D'ailleurs, le slogan de Bordeaux pendant longtemps, c'était Magnétique Bordeaux. Il faut que Bordeaux attire tous les habitants, toutes les activités économiques, etc., au détriment des autres territoires. Aujourd'hui, on fait machine arrière, bien sûr. Donc voilà, là, il y a un sujet, me semble-t-il. Et puis évidemment, au niveau de l'État et des institutions supranationales, dans un second temps, là, on en est encore un peu loin, mais déjà au niveau local, à mon avis, il y a beaucoup de choses à faire, à vrai dire. Et on sait, pour conclure là-dessus, que la transition écologique passera beaucoup par l'échelle locale. Si vous prenez les scénarios de transition de l'ADEME, donc l'agence de maîtrise de l'énergie, qui a fait des scénarios un peu prospectifs pour voir comment on pouvait mettre en œuvre la transition. Si vous voulez, il y a 4 scénarios. Pour le faire très court, il y en a un, frugalité, qui est pas de la décroissance, mais en tout cas sur des logiques de réduction de sobriété, de réduction de la consommation. Et le scénario 4, dont j'ai oublié le nom, mais c'est en gros faire des aspirateurs géants à carbone, donc c'est utiliser la géo-ingénierie, etc., pour essayer par des solutions technologiques finalement de résoudre la question climatique. Voilà. Bon, entre les deux, le scénario en réalité qui s'avère le plus efficace du point de vue de la transition écologique comme de la justice sociale, c'est le scénario 2 sur les coopérations territoriales. Comment on fait en sorte de réencastrer en réalité nos économies dans les territoires à travers justement des processus de coopération entre les acteurs, ce que je viens de vous décrire juste avant. Voilà, c'est ça, en réalité, c'est par là que probablement la transition écologique, il faut utiliser plusieurs leviers, mais c'est probablement celui-là le plus puissant. Voilà. Super, merci beaucoup. Les filles, Mérem, Victoria, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur la place de l'individu dans les transitions écologiques ? Non, mais je rejoins ce que Timothée disait sur le fait que ça doit être une action collective. Parce que je pense que la grande problématique, généralement, c'est qu'on parle surtout des politiques. On a les politiques qui se réunissent, mais on oublie toujours les organisations de la société civile. Et je pense qu'il faudrait réellement travailler sur le pouvoir qu'on peut donner aux organisations de la société civile pour qu'elles puissent aider les politiques à mettre en œuvre des solutions concrètes. Je crois qu'on peut beaucoup s'épuiser aussi en attendant que les autres fassent. J'écris des livres, je fais des fautes de français. Qu'on attende des politiques, qu'on attende des entreprises, puisque c'est aussi une façon de se dédouaner de sa responsabilité, de dire bon, ça va, je peux continuer à manger ma viande parce que de toute façon, telle politique n'a pas encore mis ça en place. Donc, mais je crois profondément que l'impact le plus puissant, c'est d'incarner l'exemple au quotidien, et je l'ai vu juste à l'échelle de mes proches en fait, où au début de mon engagement, j'essayais de convaincre les gens, mais par force, en leur disant mais tu peux pas continuer de manger de la viande comme ça, tu peux pas continuer de prendre un avion pour un week-end, tu peux pas continuer d'aller acheter chez Zara. Et où je voyais qu'en fait ça faisait l'inverse, puisque ça les braquait et que ça faisait quelque part moralisateur, donneur de leçons. Ils disaient mais t'es qui en fait pour me donner des conseils? Et où ils allaient me titiller sur le pas de côté que j'allais faire, le mauvais truc que j'allais faire. Et
plutôt que de rassembler autour de cette cause, en fait, j'étais en train de créer des clivages qui n'étaient pas du tout bienfaiteurs. Alors que quand j'ai commencé à vraiment incarner l'exemple et donc à respirer cette joie de vivre, puisque profondément, ça me rend heureuse d'agir pour l'environnement, là, je voyais qu'en fait, mes parents, ils commençaient à s'intéresser, à dire « Ah oui, mais en fait, comment est-ce que tu fais ça? Comment tu manges ça? Comment tu consommes ça ?» D'accord, parce qu'on voit que ça te fait du bien, en fait, et que c'est pas juste une tendance ou un effet de mode. Et donc, par eux-mêmes, en fait, en incarnant l'exemple, je leur ai tendu la main, sans le savoir, pour que eux, ils s'engagent. Et donc, comme c'était de leur propre volonté, ils étaient beaucoup plus à même d'agir et dans la durée aussi. Après, évidemment, une fois cet engagement individuel fait, il y a aussi une part de collectif, une part étatique. Ça, c'est inévitable. On doit tous agir. Et j'ai été confrontée à ça justement pendant ces 6 mois d'aventure, donc où j'ai voyagé à travers le monde. Je crois qu'on n'en a pas trop parlé, mais en fait, je suis rentrée d'Inde sans avion. Avec un ami, Johan Reboul, on a réalisé un documentaire et on a aussi voulu rejoindre l'Inde sans avion. Donc on a réussi à descendre toute l'Europe, la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, Oman. On a fait d'ailleurs un crochet à la COP28 pour incarner cette fameuse sobriété vu qu'on y arrivait sans avion. Et à Oman, on s'est retrouvé complètement bloqué. On ne trouvait pas de bateau pour rejoindre l'Inde. Et donc là, ça a été très difficile pour nous d'accepter que oui, on avait des convictions, oui, on pouvait avoir toute la bonne volonté du monde, mais il y avait des forces étatiques qui étaient plus fortes que nous et qu'on ne pouvait pas contrôler. Et donc, de force, on a dû prendre cet avion pour rejoindre l'Inde et aller au bout de notre projet. Et donc ça, voilà, on avait beau être optimiste, avoir notre sourire, dire « mais regardez, l'écologie, ça rend heureux ». En fait, il y a des forces plus fortes que nous qui ont dit « non, il n'y a pas de bateau, vous êtes obligés de prendre l'avion ». Donc c'est à tous de faire sa part, mais je crois vraiment que la force la plus puissante, ça reste nous-mêmes. Et surtout, si on veut tenir l'engagement sur du long terme, il faut que ça nous fasse du bien et qu'on ne se tue pas à la tâche ou qu'on ne soit pas dans cette colère qui peut vraiment braquer beaucoup et nous miner. On voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de dépression au sein même du mouvement écolo, qu'il y a des burn-out d'engagement. Et donc en fait, on en vient à desservir la cause plus qu'autre chose, puisqu'on prend plus soin de nous à vouloir prendre soin du monde. Cette question et cette dernière phrase va parfaitement avec la prochaine question. Victoria, comment on se fait du bien avec l'écologie ? Je crois qu'en fait, tout ce qui nous fait du bien à nous, ça fait du bien au monde et à l'environnement. Et comment on se fait du bien déjà en osant se poser la question de qu'est-ce qui nous fait du bien, parce que tous intrinsèquement, on sait. Et c'est très personnel, cette réponse. Pour certains, ça va être de lire, pour d'autres, ça va être de sociabiliser avec des personnes, pour d'autres, ça va être de faire du sport. On a tous nos façons bien personnelles de nous faire du bien, et à la fois, c'est dans aussi la singularité de tout un chacun qu'on a des passions différentes et donc qu'on fait société, puisque c'est en allant creuser ce qui nous plaît et ce dans quoi on est doué qu'on peut mettre au service du monde nos savoir-faire et donc rendre, je crois, tout le système de société beaucoup plus riche, puisque quand on aime ce qu'on fait, on le fait avec une énergie qui fait qu'on le fait bien et donc c'est salvateur. Donc comment se faire du bien, c'est déjà peut-être oser mettre un petit peu nos vies sur pause, laisser le téléphone de côté, les sollicitations de côté. Et c'est un mot qu'on entend partout sans trop savoir ce que ça veut dire, mais juste simplement méditer. Donc c'est très accessible, hein, ça nous paraît loufoque, mais c'est simplement peut-être s'asseoir pendant 10 minutes, fermer les yeux et juste se poser la question de déjà ce qu'on ressent. Est-ce que là je me sens triste? Est-ce que je me sens joyeuse? De quoi j'ai envie? Et juste ça, c'est déjà énorme. Et essayer d'en faire d'un rituel, de ce moment de reconnexion à soi. Au début, on va se dire mais ça sert à rien, je perds mon temps, je ferais mieux de faire ci, de faire ça, j'ai tout ça à faire. Et puis on va vouloir fuir ces moments aussi de vide en se disant allez, je vais prendre un verre avec un tel, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais prendre le téléphone. Et en fait, on se rend compte que bien souvent dans nos vies, on fuit tout le temps ces moments parce que ça nous fait trop peur. Donc on dit qu'on n'a pas le temps pour soi, mais on l'a ce temps, c'est juste qu'on ne le prend pas. Et petit à petit, quand on commence à le prendre, et sur le long terme, on voit qu'intrinsèquement, ça nous fait du bien. Et ça devient presque vital après de trouver ces espaces dans son quotidien pour se ramener à soi. Donc je crois que c'est presque un muscle en fait, du cerveau à essayer de muscler petit à petit. Moi, la première, au début, j'y comprenais rien. Je me disais, mais méditer, ok, ils sont bien mignons, mais... En fait, j'ai ça à faire, il y a des gens qui m'attendent, j'ai pas le temps de prendre 10 minutes assise à regarder les oiseaux, quoi. Non, enfin, c'est pas ça la vie. Et j'en riais presque, vraiment, sincèrement. Et petit à petit, à force de me dire, ok, prends ce temps,
Et de voir que c'était dans cet ennui que mes plus belles idées naissaient et que je voyais que j'arrivais à m'apaiser, à y voir beaucoup plus clair aussi sur ce dont j'avais profondément envie, j'en ai fait vraiment le cœur de ma vie, quoi. Et aujourd'hui, c'est un non négociable d'avoir ces espaces personnels pour me recharger, quoi. Tu m'avais parlé de un peu les clichés aujourd'hui, métro, boulot, dodo, voilà, où on est dans une routine perpétuelle. Toi, tu as réussi un peu à en sortir. Tu m'avais vraiment parlé, voilà, de cette sobriété heureuse où, en fait, aujourd'hui, c'est le seul système qu'on connaît, mais est-ce qu'on ne pourrait pas le réfléchir autrement ? Est-ce que tu as envie de nous en parler ? En fait, c'est même pas que je suis sortie de ce métro boulot dodo, c'est que j'y suis jamais rentrée parce que ça me faisait super peur. Et justement, à la fin de nos études, quand on nous dit bon, ça y est, maintenant tu rentres dans le monde des grands, tu as ton diplôme, tu chopes un CDI, tu gagnes de l'argent, puis tu coches les cases. Et en fait, moi, j'ai eu comme et justement, cette fulgurance, elle m'est arrivée dans ces temps de méditation en pleine nature où j'ai défilé le film de ma vie et je me suis vue à 40 ans avec des enfants dans les bras et une vie à 1000 à l'heure avec ce CDI parisien et certes sur la table toutes les cases qu'on prétend être à cocher pour dire qu'on a réussi et qu'on est dans le succès. Et je me suis dit, mais en fait, là, je cours au burn-out. Et c'est pas du tout ce que j'envisage pour ma vie. Et donc, en fait, qu'est-ce que je veux pour ma vie ? Et donc, j'ai osé dire à 20 ans, je prends pas ce CDI et je suis mes passions, je suis mon engagement. Et certes, c'est très inconfortable parce que tu n'as aucun filet de sécurité. Et là, je rejoins ce que tu disais, où parfois, tu as ce syndrome aussi de l'imposteur ou d'illégitimité. Les parents comprennent pas forcément. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fais ? Enfin, c'est pas ça la vie. On te dit vraiment, c'est pas ça la vie. La vie, c'est de cocher les cases, c'est d'aller vite, c'est de gagner de l'argent. Et quand moi, je dis à mes parents et à mes proches et au directeur de mon école, en fait, de quoi j'ai besoin pour vivre, avant de me dire, prenez le meilleur salaire, de quoi tu as besoin pour vivre ? C'est la première question à se poser. Et on se rend compte que quand on vit dans la sobriété, qu'on n'achète rien de neuf, là, je vois qu'il y a une friperie derrière, et qu'on épure tous les pans de sa vie sous le spectre de la sobriété, on n'a pas besoin de tant que ça, et bien au contraire, ça nous rend aussi plus heureux de voir que, au final, les petites choses souvent singulières et qui n'ont pas de valeur financière, c'est les choses qui donnent le plus d'intensité à la vie. Je crois que ça nous fait relâcher une énorme pression des épaules et ça nous évite de tomber justement dans cette bassine du métro boulot dodo qui, toute la vie, nous fait courir après quelque chose dont on ne sait même pas ce que c'est, quoi. Et on se retourne à 60 ans, on se dit ok, en fait, j'ai couru après quoi toute ma vie ? Et ce petit rêve que j'avais quand j'avais 15 ans, il est ouf. Est-ce que j'irais pas le déterrer ? Et puis après, on se dit, mince, c'est trop tard, quoi. Donc je me suis dit à 21 ans, ok, je veux pas attendre que ce soit trop tard, j'y vais maintenant, je me donne les moyens. Et évidemment, c'était pas facile tous les jours, ça l'est pas encore, mais je crois que c'est dans ces questions-là que se cachent tous les secrets du monde, quoi, quelque part. Merci beaucoup. Je profite que tu aies mentionné la friperie pour dire qu'elle est entièrement gratuite, donc n'hésitez pas à y aller. Est-ce que vous voulez rebondir également sur vous, ce qui vous fait du bien dans cette transition écologique, sur vos actions ou pas ? Dites-nous. Moi, dans l'engagement, je pense que c'est de voir déjà l'impact que je peux donner à l'international sur la question du Tchad. Montrer que finalement, que les gens puissent comprendre ce qui se passe réellement dans ma région auprès, mais aussi montrer un autre regard sur l'Afrique. On parlait notamment des pertes et des dommages qui ont été parlés à la COP28. Donc pour ceux qui ne savent pas, les pertes et dommages, c'est un fonds qui est dédié aux pays du Sud, donc dit les pays en voie de développement, que les pays du Nord doivent payer pour les conséquences du réchauffement climatique. Et justement, il y avait cette question où les gens disaient, mais en fait, on en a marre, ces pays font que de quémander de l'argent, ils veulent que notre portefeuille. Alors qu'en réalité, ce fonds, ça va au-delà de l'argent. On n'est pas là à quémander de l'argent à l'Occident, mais c'est surtout une question de réparation. Donc c'est pas juste vous donner, comme Dubaï nous a annoncé un montant extraordinaire dès le premier jour, mais c'est surtout se dire, en fait, on va les aider à pouvoir avoir une transition écologique, on va pouvoir aider à financer des projets qui sont louables, notamment des pompes, par exemple, solaires. On va pouvoir les aider à faire des écoles on n'a pas besoin forcément d'avoir des grands bâtiments pour avoir des écoles, mais faire des écoles avec, par exemple, je crois que c'était en Inde, où ils avaient fait notamment cette question en mode circulaire pour que la chaleur ne rentre pas forcément. C'est pouvoir financer des projets comme ça et d'aider les pays qui subissent le réchauffement climatique et pas de penser justement que les gens veulent juste de l'argent et qui veulent juste de l'argent et quémander. Et je pense que c'est aussi l'autre regard, c'est qu'on a aussi du mépris.
il y a beaucoup de mépris. Quand c'est surtout au niveau de l'Afrique, quand l'Afrique, on parle des questions de l'Afrique, il y a beaucoup de mépris de hauteur. On se rend pas compte qu'en Afrique, il y a des experts scientifiques. On a des experts scientifiques, on a des auteurs, on a des personnes qui font l'innovation, qui sont même à jour sur la technologie. Et je pense que cette question, il faut la repenser dans le monde pour qu'on puisse évoluer, de se dire qu'on est des partenariats égaux à égaux. Je pense qu'on l'a tous vu avec ces mouvements aussi en Afrique qui se passent notamment par rapport à l'Occident, c'est de se dire qu'on est tous égaux, qu'on est tous sur un même piédestal et de prendre en considération ces recommandations. Non, pour rebondir sur ces deux aspects, pour ma part, en fait, j'avais auparavant, alors ça renvoie à des normes sociales, hein, juste ce qui a été présenté avant, donc je vais revenir peut-être aussi là-dessus. Il y a, de mon côté, moi j'avais une action plutôt politique au départ, je l'ai dit tout à l'heure, où j'ai été en collectivité locale, où j'ai conseillé des présidents de département, maires de Bordeaux, etc. Et en fait, donc là, on arrive en fait à pousser un certain nombre de projets, on arrive à mener un certain nombre d'actions qui vont évidemment dans ce sens-là, malgré tout. Hein. Surtout au niveau local, on arrive quand même à faire des choses. Et pour autant, maintenant, j'ai basculé à 100% du côté de l'université, où finalement, c'est un peu la même chose. Au fond, en réalité, c'est le même type d'action, c'est-à-dire que dans les deux cas, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est pas tant, on peut avoir des approches différentes, c'est pas tant ce que moi je peux faire ou quoi. Moi, j'ai toujours résisté à une norme sociale absolument terrible qui est le permis de conduire. Vous voyez, j'ai pas le permis. Bon, voilà, c'est ma contribution. Mais plus sérieusement, j'ai surtout trouvé intéressant de donner de l'espace aux autres. C'est-à-dire en fait de faire en sorte de susciter et d'encourager, de soutenir en fait les actions des autres. Et ça, c'était vrai lorsque j'étais dans mes fonctions publiques, on va dire, lorsque on faisait des politiques publiques. L'idée, c'était justement de soutenir en fait des initiatives plutôt socio-économiques, collectives, etc. Et c'est la même chose aujourd'hui en tant qu'enseignant au fond à l'université ou comme chercheur quand on accompagne les différentes initiatives. L'idée, c'est d'offrir des espaces typiquement. Et les étudiants donc on peut avoir à Sciences Po. On les a encouragés à développer des initiatives autour d'une association. Autour aussi, ils ont créé leur propre coopérative au fond. Voilà, où ils fonctionnent en sociocratie, etc. Bon. Donc, ce qui n'est pas du tout ma culture organisationnelle. Hein. Moi, j'étais dans des structures verticales, voilà. Donc, mais pour autant, donc, c'est pas forcément des modes d'action en réalité qui sont les miens. Hein, mais pour autant, je les encourage et en tout cas, surtout, je les laisse faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et ça, je pense que c'est très important. C'est-à-dire, c'est aussi d'offrir ces espaces de liberté-là. Et donc, par rapport à la question de la rupture, à un moment donné, de dire rupture vis-à-vis d'une norme sociale, moi, je pense que la société doit pouvoir l'organiser. Dans les pays nordiques, typiquement, les jeunes ont une année sabbatique. Hein, donc voilà, ça permet de faire ce type de projet. Nous, il y a l'année de césure qui peut exister, mais voilà, il y a un peu cette idée-là et qui est financée au demeurant pour les pays nordiques. Donc ça, il me semble que c'est des choses qu'il faudrait creuser pour la question des jeunes. En France, il y a aussi un élément, moi je bats beaucoup pour l'idée d'ouvrir le revenu minimum aux jeunes, puisque aujourd'hui le RSA exclut, sauf les chefs de famille, au sens chef et chef-eux, hein. Mais sauf les chefs de famille, il exclut en fait les jeunes. Hein, donc vous ne pouvez accéder au RSA aujourd'hui qu'à partir de 25 ans. Et donc finalement, vous avez un émiettement de dispositifs. Alors pour les étudiants, c'est les bourses, mais il y en a d'autres qui sont évidemment sont des dispositifs qui sont largement insuffisants et qui ne permettent pas justement de se construire. En fait, voilà. Donc je crois qu'il y a aussi un rôle des institutions de permettre en fait précisément de donner ces espaces d'expression, ces espaces de construction de soi. Voilà. Moi, je pense que donc à mon échelle et à mon niveau, c'est ce que j'essaye de promouvoir. Voilà. Et c'est ça qui m'apporte, je pense, le plus de satisfaction. C'est pas ce que je fais en réalité, c'est ce que je laisse faire d'une certaine façon. Voilà. Merci beaucoup. On va continuer avec toi, Merem, et toutes ces questions de conséquences climatiques en dehors de nos frontières, parce que oui, certes, parfois Bordeaux est inondé, oulala, mais je pense qu'il y a des choses un peu plus graves en dehors de nos frontières. Est-ce que tu peux bien nous en parler ? Oui, donc moi, comme je disais, je travaille beaucoup maintenant sur les questions de désertification, puisque moi, je suis originaire du nord du Tchad. Donc c'est 5 grandes régions. On a le Tibesti, l'Enedi, le Bourkou, le Bahr el Ghazal. Et en fait, c'est des régions où on vit beaucoup de l'agriculture à la base, mais qui sont aussi très, très proches du désert. Et on a en fait cette avancée du désert, on voit une avancée du désert qui est quand même assez accrue, et des phénomènes de sécheresse qui s'amplifient, mais on a également aussi des inondations. On peut rester à des moments sans pluie, et lorsque la pluie tombe, c'est des inondations qui sont quand même assez extraordinaires. Et
on n'a en fait pas réellement beaucoup de solutions qui sont apportées sur la question du Tchad, mais même en règle générale sur la déforestation. Je parlerai en Afrique en général sur la question de déforestation, où d'ailleurs on va en parler également au Congo avec les pays du bassin du Congo sur cette question de comment on peut faire la reforestation en Afrique. Et surtout cette question qui est un peu drôle, c'est qu'on a beaucoup d'ONG qui plantent un peu partout. Je ne sais pas si on a vu ce phénomène, mais aussi éduquer les personnes sur comment on plante, qu'est-ce qui pousse dans les pays en question, de faire vraiment une analyse de terrain, de voir avec différents scientifiques, parce que malheureusement on en a beaucoup qui plantent des arbres et qui disent ah bah super, on a réussi, on a planté un arbre. Oui, mais non, en fait, on plante pas des arbres n'importe où, ça se fait pas comme ça. Il faut bien vérifier le terrain en amont. Il y a peut-être certaines plantes qui sont plus utiles que d'autres. Et pour vous donner par exemple une anecdote, au Tchad, on a un arbre qui est le savonnier. Et en fait, le fruit, c'est la savone. Et si vous voulez, la coquille, quand vous la retirez, ça sert de savon. Donc c'est pour vous dire que dans la nature, on trouve des choses, on n'a pas besoin forcément de fabriquer dans des grandes usines et autres pour avoir des choses qui sont essentielles à la vie de tous les jours. Et puis après, il y a tout ce qui est aussi ce que je parlais des pertes et dommages, c'est surtout les questions de financement. Parce que moi, je travaille beaucoup, c'est d'apporter aussi ces investisseurs, les entreprises, mais aussi les États à investir au niveau de l'Afrique sur des questions qui sont plutôt écologiques, notamment les pompes solaires, ça peut énormément aider. Je pense que les pompes classiques, si elles ne sont pas forcément bien entretenues, sur le long terme, elles sont laissées, parce qu'on a beaucoup d'ONG qui construisent des pompes solaires, mais des pompes plutôt classiques, mais en fait qui abandonnent au bout de 5 ans, qui ne viennent pas vérifier, et que c'est totalement détérioré, et on retourne, on fait un bond en arrière. Donc je pense que c'est des suivis de projets. Les ONG n'ont pas forcément, je dirais pas, elles sont pas forcément mauvaises, elles font des projets, mais il faut surtout tenir compte des populations locales quand vous y allez. Parce que je pense que c'est la grande question qu'on est en train de parler en ce moment, c'est la question de comment fonctionne le monde humanitaire et comment refonder le monde humanitaire. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir des projets, je pense par exemple sur l'agriculture. Vous pouvez juste, des fois, utiliser juste une petite goupille pour pas écorcher les feuilles d'arbres pour récupérer le fruit. C'est en fait des petites initiatives qui sont toutes bêtes et simples, où on a forcément, des fois, on va déployer des gros moyens, des gros financements qui ne vont même pas servir. Donc je pense que c'est vraiment sur cette question-là, de voir sur le côté local, d'aller voir les populations locales, leur demander ce qu'elles ont besoin. Nous, avec l'association Les Femmes de la Diaspora Tchadienne, on est en train de travailler là, sur un projet de coopérative agricole pour des femmes exclusivement féminines, justement pour permettre à ces femmes de pouvoir avoir un moyen de sécurité alimentaire. Parce qu'en fait, ce qui est assez marrant, c'est quand on parle de réchauffement climatique, on pense juste climat, arbres, compagnie, mais en fait, le réchauffement climatique, ça impacte tellement de choses. L'accessibilité à l'eau potable, la sécurité alimentaire, qui est d'ailleurs un très grand défi au niveau de l'Afrique, mais aussi l'éducation, parce que forcément, quand vous n'avez pas assez pour manger et que vous devez aller marcher des kilomètres pour aller chercher de l'eau, comment vous voulez que ces enfants aillent à l'école? Il n'y a pas de possibilité. Donc c'est vraiment réfléchir à tous ces tirs. En fait, c'est dire c'est un cercle. C'est en fait plein de thématiques. Le réchauffement climatique, c'est pas juste le climat simplement, mais c'est des thématiques qui sont tout autour. Et vraiment, si on peut réfléchir à tout cela et surtout dire aux investisseurs, aux entreprises, aux ONG de pouvoir investir d'une autre manière, de façon durable sur le long terme. Je rejoins le côté systémique de la crise environnementale, puisque au cours de ces 6 mois d'aventure, on l'a vraiment vu avec Yoann d'à quel point en fait, chaque pays était interrelié et qu'aujourd'hui, bien souvent, on cloisonne en fait, les solutions à l'échelle nationale, alors que c'est une cause qui doit vraiment être traitée mondialement parlant. Et je prends le cas notamment de l'Égypte, où ça a vraiment été un petit choc de réaliser qu'en fait, il y avait 80% de la population égyptienne qui dépendait de l'eau du Nil. Et en fait, l'eau du Nil, elle est directement, elle arrive elle est donc sur le Nil. Et l'Éthiopie qui est en dessous a construit un barrage qui s'appelle le barrage de la Renaissance. Et en fait, l'Éthiopie, à tout moment, peut décider de fermer ce barrage pour garder l'eau, pour s'accaparer l'eau. Auquel cas, l'Égypte n'aura plus du tout d'eau dans le Nil. Donc 80% de la population égyptienne ne peut juste plus boire. Donc ça montre vraiment l'interdépendance de chaque pays en lien avec l'eau. Et quand on va faire face à vraiment des grosses crises, il y en a déjà beaucoup aujourd'hui, mais de plus en plus demain, des grosses crises d'eau, en fait, les pays, ils vont avoir tendance à agir au chacun pour soi. Donc l'Éthiopie, qu'est-ce qu'elle va faire en premier? Bam, mettre le barrage. Donc les Égyptiens plus d'eau, qu'est-ce qu'ils font? Donc ça va entraîner aussi beaucoup de guerres. Je ne veux pas plomber l'ambiance, hein, mais beaucoup de guerres, beaucoup de migrations. Et en fait, tous les sujets sont interreliés autour de cette crise environnementale. Donc évidemment que c'est systémique, c'est sûr. Ouais.
Non, à la limite, très brièvement, sur le pouvoir d'agir et sur qui a été évoqué. Et je pense, c'est vrai que l'humanitaire a été beaucoup accusé aussi d'être un peu descendant, on va dire, dans son approche. Enfin, pas tout l'humanitaire, bon, mais pour une partie conséquente, effectivement, a été accusé de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, il y a une prise de conscience quand même de ce sujet. Moi, je le vois à mon niveau, c'est pas ma spécialité, mais je le vois avec les rapprochements en cours avec l'économie sociale et solidaire. Alors, même si l'ESS, elle peut avoir le même défaut, parce qu'en fait, il y a plein de pays africains qui reprennent la loi ESS française. Ils s'emmerdent pas, ils font des copier-coller. Puis évidemment, ça ne ressemble absolument pas du tout à l'économie sociale et solidaire qui existe en réalité dans le pays. Je le vois, je l'ai vu au Sénégal par exemple, qui a une loi comme ça. Moi, je pense que le sujet, quand je parle d'économie sociale et solidaire, c'est précisément de remettre cette question du pouvoir d'agir au centre, de poser la question du lien à l'économie informelle, parce qu'en fait c'est ça le sujet en Afrique, avec la question de l'accès effectivement au microcrédit. Maintenant, j'entendais parler de nanocrédit, etc. Bon. Et donc il y a un sujet effectivement de plutôt donner les moyens aux populations de faire en réalité, pas faire à leur place. Voilà. Moi je rejoins totalement cette idée-là. Ça vaut d'ailleurs en Afrique comme ailleurs en fait. Ça vaut globalement, là-dessus, il y a une solidarité entre, à une époque on disait entre le tiers et le quart-monde d'une certaine façon, mais c'est-à-dire cette idée qu'il y a une solidarité au fond entre les pays qui ont été dominés par le bloc occidental, mais aussi les populations qui au sein de ce même bloc occidental ont été dominées par les classes supérieures. En fait, il y a une vraie solidarité de ce point de vue, et je pense que c'est vraiment un élément important, c'est cette idée finalement qu'il faut redonner du pouvoir d'agir au collectif. Voilà, moi je crois que ça c'est un élément assez déterminant, et à partir de là effectivement on arrivera à éviter de proposer des modèles qui sont plaqués. En Afrique typiquement on a voulu foutre de la propriété privée partout, alors qu'en fait c'est plutôt des communs, enfin pas toujours, mais pour une partie, souvent dans un certain nombre de sociétés, plutôt sur des modes collectifs en fait. Et donc c'était pas forcément adapté, c'est venu en réalité déstructurer des sociétés. Donc c'est pour ça qu'il y a un sujet, me semble-t-il, de partir véritablement du bas. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, Timothée, cette question va être pour toi, désolée. Timothée, est-ce que tu penses qu'il y a un happy ending possible au dérèglement climatique pour nous, habitants de cette planète ? Ah, pour les habitants, ça je sais pas. Non, honnêtement, c'est quand même assez mal barré. Bon, si on est honnête, là on est en train de passer toutes les limites planétaires les unes après les autres. On fonce droit dans le mur. Et effectivement, on fait des COP qui tournent en rond. Bon, donc c'est un peu, c'est un côté un peu angoissant. Donc je sais pas, à vrai dire, l'avenir risque d'être un peu compliqué. Je lisais, il y a un livre là d'ailleurs, si vous regardez les questions de transition énergétique par exemple, qui sont peut-être le nerf de la guerre dans cette affaire. Vous prenez le livre de Jean-Baptiste Fressoz qui s'appelle Sans transition, qui est paru il y a pas longtemps, qui peut être critiquable sur certains points, mais qui en fait dit de toute façon, si on veut faire changer, si on veut bifurquer, si on veut changer de voie, réorienter nos trajectoires énergétiques, etc. En réalité, ça prendra très longtemps. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'accélérer, mais ça veut dire qu'on ne va pas y arriver en appuyant sur un bouton, quoi. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête, c'est qu'en réalité, on va face quand même à une crise environnementale de grande ampleur, qui est celle du climat, mais celle de la biodiversité plus largement. Bon. Donc ça, c'est une réalité. Une fois qu'on a dit ça, la question, c'est effectivement, autant aujourd'hui, la question d'éviter cette catastrophe, semble, on peut la limiter. Voilà, on est plutôt dans cet horizon-là désormais, et on peut s'y adapter. Voilà. Et donc la question de l'adaptation passe beaucoup par la question de la coopération, de la solidarité. On le voit, il y a eu une remise en cause d'ailleurs d'une perception des théories darwiniennes qui étaient fondées sur la concurrence. Donc on disait finalement nos sociétés pratiquent la sélection naturelle sur la base de la concurrence. Bon, ça c'était une vision qui était une partie de la vision de Darwin, et aujourd'hui on dit attendez, il y a d'autres modes qui sont importants, la coopération, l'entraide. D'ailleurs dès le 19e siècle, vous avez un livre de Kropotkin qui était un anarchiste russe qui s'appelait L'entraide, justement, qui montrait qu'il y avait des comportements d'entraide dans la nature. C'était repris par Pablo Servigne, apparemment de manière assez connue ces dernières, parce qu'il n'a pas inventé, il a repris Kropotkin et puis il a actualisé. Mais en fait c'est ça, puis il y en a plein d'autres qui écrivent là-dessus, et ça je pense que c'est au fond c'est la grande leçon. Voilà. C'est-à-dire, la question c'est pas tant est-ce qu'il va y avoir la catastrophe ou pas, il va y avoir la catastrophe, plus ou moins. Et la question, c'est comment on réagit face à celle-ci. Voilà. Est-ce qu'on est dans une logique de concurrence, effectivement, d'exacerbation des tensions géopolitiques ou sociales,
avec l'idée finalement que face à une ressource devenue rare, eh bien, il va falloir rentrer en compétition de manière très sévère, ou est-ce qu'au contraire, on se dit qu'on invente des dispositifs de solidarité, de coopération qui nous permettent finalement de nous renforcer les uns les autres, parce que nous sommes interdépendants, ce que je rejoins tout à fait. Voilà. La question, c'est plutôt celle-là, de mon point de vue. Voilà, hein, voilà. Et là, il n'y a pas, pour conclure là-dessus, il n'y a pas le résultat n'est pas donné d'avance. Voilà. En fait, ça va être un grand combat, sans doute, je pense, hein, parce qu'on le voit hein, aujourd'hui, même à notre échelle de la société française, aujourd'hui, vous avez un peu ces tendances-là. Il y avait une série, je le signale, tiens, je conclue là-dessus, il y avait une série que j'ai bien aimée, même si, bon, elle est critiquable là aussi par la vision du clivage dans la société qu'elle véhicule et qui est sans doute faux, mais qui était en plus sur Canal+, donc c'était la chaîne de Bolloré quand même, accessoirement, mais c'est La Fièvre. Donc la série, vous avez une série télévisée qui s'appelle La Fièvre et qui montre finalement une société française polarisée sur les questions identitaires. Alors on avait d'un côté l'extrême droite hein, qui défend, alors c'est sur la question des armes, hein, l'idée d'autoriser les armes pour tout le monde dans la société. Vous voyez la logique de la lutte pour la survie d'une certaine façon poussée au bout. Hein. Et de l'autre côté, c'était les approches plutôt féministes, mais qui ont été un peu caricaturées sans doute dans la série. Voilà. Et donc il y avait un peu l'idée, deux identités qui s'affrontent. Bon. Et donc une société extrêmement polarisée où plus personne n'arrive à se parler et où la série dit ça va finir en guerre civile. Voilà. Donc ça rejoint un peu ce que je veux dire. Bon, évidemment, c'est une fiction. Hein, ça, je ne crois pas que ça arrive tout à fait, et particulièrement pas sur ce clivage-là. Mais pour autant, il y a cette idée de tension très forte. Et bien la série se dénoue en terminant en disant finalement, ce qui recrée de la réconciliation dans la société, alors ça se fait autour d'un club de foot, je vous passe les détails, mais il crée une coopérative. C'est intéressant, c'est-à-dire c'est un club de foot qui se transforme en coopérative, donc en une institution démocratique au fond, et dans laquelle on associe notamment la population locale, les supporters, etc., des élus. Bon. Et donc ça, on recrée finalement, on réconcilie la société parce qu'on la fait coopérer, parce qu'on la remet autour de la même table finalement. Et ça, je pense que c'est un peu la leçon. Voilà, on a soit on a la logique des antagonismes, soit la logique de la coopération, mais ça va être l'objet d'un combat, ça va être l'objet de rapports de force. Et ça, de ce point de vue, la série le met très bien en scène. Voilà. Merci beaucoup. Les filles, est-ce que vous voulez rebondir sur cette question ou sur ce qu'a dit Timothée ? Est-ce qu'il va y avoir une happy ending ? Oui. Est-ce qu'on y arrivera sans chaos ? Non. Ça, c'est inévitable. Tu le disais, pour moi, c'est l'adaptation aujourd'hui qu'il s'agit de repenser et pas essayer de, tant bien que mal, maintenir le système économique tel qu'il est aujourd'hui, puisque de toute façon, il va s'effondrer. Donc, il y aura de la casse, c'est sûr. À quelle mesure ? Bon, on verra. Mais je pense que toute l'énergie qu'il s'agit de déployer aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut reconstruire derrière, pour le coup. Et une fois qu'on a fait le deuil un petit peu de ce monde tel qu'on le vit aujourd'hui, en tout cas, personnellement, moi, je vis beaucoup mieux cette crise écologique puisque je n'essaie pas de maintenir de force. Justement, tu parlais de combat. Je trouve que le combat, c'est un mot qui est très, très fort. Essayer de combattre contre ce qui, de toute façon, est voué à se déliter, mais plus se dire, bon, ok, donc là, en fait, la société telle que je la connais aujourd'hui, demain, ça sera plus ça. Donc, qu'est-ce qu'on reconstruit derrière ? Et là, je trouve que c'est merveilleux et c'est là où est l'happy ending, c'est qu'on se dit, quels sont les vrais facteurs de croissance en fait ? Qu'est-ce qui profondément nous rend heureux ? Comment on construit une société qui soit bien plus bienfaitrice pour le monde de demain ? Et donc comment on l'incarne déjà aujourd'hui ? Et en ça, je vous invite à tous à lire le livre Révolution bleue, La petite princesse de Jean-Pierre Gou, qui est sorti là très récemment. Et en fait, justement, il décrit la société telle qu'elle pourrait être demain. Et le mot-clé qu'il met au cœur de cette société, c'est l'amour. Et en fait, l'amour, bien souvent, c'est la grande oubliée de tous les sujets, parce que ça peut paraître un peu gnangnan, mais dès lors qu'on le met au cœur de tous les sujets de nos vies, on se rend compte que c'est là qu'on crée de belles choses qui sont beaucoup plus durables. Et donc, moi, c'est ce monde-là que j'ai envie de voir demain, c'est pour celui-là que je m'engage au quotidien. Et oui, celui qu'on connaît aujourd'hui, il faudra lui dire au revoir un jour. Il y aura de la casse, il faut s'y préparer. Mais je pense qu'on est bien incapable de savoir ce qui nous attend vraiment. Et c'est ce vertige qui nous fait tous très peur. Par contre, on a peut-être une très belle nouvelle page qui nous attend. Mais il s'agit de l'écrire, c'est à nous. On a le stylo entre nos mains, donc c'est ça qui est beau. Merci. Et du coup, la dernière question pour toi, Victoria. C'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour rester motivé ?
parce que quand on voit tout ça, l'éco-anxiété, c'est quand même très anxiogène tout ce qui nous arrive, on a beaucoup d'informations, c'est quand même assez dur de s'y retrouver, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais assez, comment on reste motivé quand on ne voit pas vraiment le sens de nos actions? Je pense se rappeler déjà la chance et la préciosité qu'on a d'être en vie tous les jours. C'est juste un cadeau d'être là, d'avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un nez pour respirer. Tout ça, c'est de la magie et on le prend souvent pour acquis puisqu'on se réveille tous les matins et tout va bien. Et on attend un choc, on attend une rupture, on attend un accident pour réaliser ces chances-là. Mais je crois que tous les matins, déjà, si on se lève en se disant « Waouh, en fait, pourquoi je me réveille? Qu'est-ce que je vais faire de cette journée et quelle chance j'ai de pouvoir goûter à cette vie, même si parfois c'est plus compliqué que d'autres », ça donne un sens à nos actions. Et donc l'espoir, il est aussi là-dedans, en fait. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes s'engagent aujourd'hui. C'est pour protéger cette vie qui est si précieuse. Donc si on oublie la préciosité de cette vie en se battant pour cette vie, quelque part, on oublie aussi ce pourquoi. Donc se rappeler toujours le pourquoi dont on fait les choses. Et l'émerveillement, il est tout autour de nous, dans ces choses toutes précieuses. Juste là, on a une chance de dingue d'avoir du soleil qui éclaire ses feuilles. Enfin, c'est banal. Mais juste ça, ça donne le sourire et ça donne l'espoir et la motivation pour continuer. Et je pense à tous les bénévoles là, qui s'engagent pour ce festival depuis des mois et des mois. Je pense que vous êtes tous plus ou moins très fatigués. Mais qu'est-ce qui vous motive? Ce qui vous motive, c'est de voir les gens heureux, c'est de réunir des gens autour de cette cause commune, c'est créer ces connexions. Et au final, c'est tout ça, c'est cette entraide, cet amour qui fait qu'on fait les choses, quoi, qui nous booste. Merci Victoria. Est-ce que vous voulez rebondir également sur cette question? Parfois on doit peut-être avoir des périodes de doute, mais comment on reste motivé? Je pense que oui, on a des périodes de doute parce qu'on se dit forcément on s'engage pour quelque chose, on a très peu de choses qui sont réellement faites, surtout l'engagement, tout cet effort. J'y pense à ces nuits blanches avant ces conférences, parce que les gens ont seulement l'image d'une conférence, des salles des négociations, mais derrière, c'est un travail immense, une mobilisation qui est très grande et pour très peu. Donc des fois, on se dit, mais en fait, pourquoi je me bats? Pourquoi je le fais? Mais derrière, il y a aussi cette reconnaissance. Je me dis, mais en fait, on rencontre des gens extraordinaires qui nous font avancer. On rencontre des personnes qui nous rappellent pourquoi on se bat. Et moi, après, sur mon échelle aussi plus personnelle, c'est pour ma population. Donc, je me dis aussi que j'ai un attachement très culturel. Je pense, vous l'avez vu, que ce soit en conférence, j'ai des tenues traditionnelles, que ce soit toujours un petit bijou sur la tête. Parce que je veux aussi que ma culture soit préservée. Je veux pas voir que ma population s'éteint, que tout c'est beau, toute cette culture, ce paysage, cette biodiversité soit là. Donc je pense qu'il faut toujours garder espoir et que ce sera difficile, le combat sera dur, c'est sûr, mais on rencontrera toujours des personnes sur notre route qui vont nous montrer pourquoi on se bat et pourquoi la cause est noble. Si on perd espoir, on a tout perdu. Alors si vraiment ça, on arrive à le garder, c'est notre plus belle force, je pense, vraiment. Oui, mais il y a besoin de... Pardon, il y a besoin de croyance. Il y a besoin de croyance, alors ça ne veut pas dire... croyance en notre monde, parce que sinon à ce rythme-là, on risque effectivement de ne rien faire. Mais justement, il y avait une phrase qu'on retrouve dans Les Frères Karamazov de Fedor Dostoïevski, qu'un romancier russe. J'ai cité Kropotkin, donc je continue dans la Russie. Non, pré-soviétique. Voilà. Et donc Dostoïevski avait écrit « Si Dieu est mort, tout est permis ». Bon. Et donc ça veut dire aussi qu'on est libre de créer nos propres croyances. Voilà. Et je pense que ça, c'est un élément important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, il faut se donner du sens, que ce sens soit, je disais, collectif. C'est des grands mouvements, en fait, c'est des points de référence aussi. C'est ce qui nous permet aussi d'exister. On n'existe qu'à travers, finalement, qu'à travers les autres, qu'à travers le collectif. Et donc, ça suppose des croyances qui nous permettent de nous unir. Les croyances sont aussi des institutions de ce point de vue. Et je crois que aujourd'hui, il faut arriver à réinventer. On parle beaucoup des récits, etc. Ça rejoint cette idée-là. C'est-à-dire il faut arriver à recréer des croyances, des imaginaires, des récits qui nous permettent effectivement de nous projeter dans un autre monde et de nous mobiliser, de retrouver du sens. Et c'est effectivement comme ça qu'on lutte face à l'absurde. Parce que si on réfléchit au monde, si on se dit on est une petite poussière dans un... Bon, voilà, là on se dit le monde est complètement absurde. Mais enfin, si on veut y exister et y prendre toute notre part, il vaut mieux effectivement qu'on s'invente précisément ce sens-là. Sur ces belles paroles, sur ces très belles paroles, merci à tous les trois. Maintenant, ce que je vais vous proposer à tous, cher public, c'est de prendre 2 ou 3 minutes pour réfléchir avec votre voisin, votre voisine et penser à une question
pour nos intervenants, soit pour tous, soit pour une personne en particulier. Voilà, comme ça, dans 2 minutes, on se retrouve pour poser des questions à nos intervenants. Je vous laisse ce temps, je vous en prie. Déjà, merci pour cette table ronde, c'est très gentil. Merci à vous. Et du coup, ma question, elle est plus pour Monsieur Duverger. Et elle est la suivante. Est-ce que vous pensez que empiriquement, on a réussi à trouver des évidences qu'il y a des pays où on a réussi à allier développement durable et une croissance économique soutenue? Parce que je pense par exemple à l'Asie où les tigres asiatiques ont réussi à se développer, mais en polluant, en oubliant ces questions-là. Bon, je vais répondre de manière très succincte. Non. Donc, dans le sens, l'idée effectivement qu'il puisse y avoir une croissance infinie finalement, qui soit soutenable du point de vue des conditions de vie sur Terre. Bon, aujourd'hui, vous avez le très bon livre d'un autre Timothée, qui est Timothée Paris, qui est paru il y a 2 ans, et qui effectivement... Ralentir ou périr, voilà, qui est un copain. Bon. Et en fait, il démonte ça de manière tout à fait brillante, où il montre qu'effectivement, il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini, voilà, bon, en synthèse. Et donc, il montre qu'il n'y a aucune expérience de ce point de vue qui réussit, et qu'à vrai dire, même dans des pays comme la France d'ailleurs, où on a le sentiment d'un découplage entre la croissance, pour faire court, entre la croissance économique et l'impact écologique, même si on a le sentiment qu'il y a un découplage, en fait c'est faux parce que on a délocalisé en fait tout ce qui était polluant. Donc si on intègre tout ce qui est finalement tout ce qui a été délocalisé, dont on profite toujours, mais qui est produit ailleurs, en fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout de découplage. Donc même dans les pays où on a le sentiment d'un point de vue donné que ça fonctionne, en fait ça fonctionne pas. Voilà. Donc c'est un point, je pense qu'il faut avoir en tête. Donc ça suppose effectivement d'inventer des sociétés qui soient, si on veut aller vers un développement durable. Effectivement, on peut. Alors, la notion même de développement a été très critiquée. Je pense à Gilbert Rist qui avait fait un livre sur le développement, histoire d'une croyance occidentale, par rapport à nos échanges de tout à l'heure. Effectivement, en montrant qu'au fond, le développement, d'ailleurs, c'était lié à la doctrine Truman des États-Unis, qui a été inventée dans le contexte de la guerre froide pour rallier des pays au bloc occidental. En fait, c'était ça le développement. Bon, donc on peut le critiquer aussi. Néanmoins, on pourrait se dire au fond qu'il faudrait arriver à découpler en fait croissance et développement, aller vers un développement qui soit de nature sociale. En réalité, c'est-à-dire développer des liens sociaux, développer des coopérations, développer des territoires de manière endogène. Je pense que là, effectivement, on peut inventer une société de post-croissance. Voilà, c'est ça plutôt aujourd'hui l'horizon qui s'impose à nous, me semble-t-il, c'est d'aller vers une forme de post-croissance, c'est-à-dire au fond, pas forcément, il faudra de toute façon en passer probablement par des phases de décroissance, et notamment dans certains secteurs d'activité, ça c'est clair, et dans certains pays particulièrement. Pas tous les pays, bien sûr, mais certains pays, notamment en Occident. Mais l'horizon, évidemment, serait de dépasser l'opposition entre croissance et décroissance et d'inventer autre chose, en réalité, et de sortir de l'indicateur du PIB, typiquement. Voilà. Donc, et du point de vue africain? L'Afrique, c'est différent. On ne va pas imposer la décroissance en Afrique. Pour le coup, c'est un très bon exemple. Moi, je pense... Alors, il y avait... comment il s'appelle Nububko, je crois, l'auteur. Enfin, là, je viens de faire une recension de son livre. C'est un des grands experts des questions africaines. Je vous redonnerai le... merde, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Mais en tout cas, il met la solution africaine, et lui, il développe l'idée que c'est à travers les communs, à travers le fait justement de développer le territoire de manière endogène. Donc, il insiste beaucoup sur la souveraineté des pays africains, justement, qui doivent sortir de leur dépendance aux pays étrangers, et notamment à l'Europe. Alors ça vaut pour la France d'ailleurs, il y a des contestations très fortes vis-à-vis de la France, donc arriver à réinventer des formes de souveraineté, des formes de développement territorial, des formes de développement alternatif, donc à travers des logiques de Fab Lab, tiers-lieux, etc. pour les parties technologiques, mais aussi un soutien véritablement très fort à la petite exploitation paysanne aussi, j'ai envie de dire, et sous des formes d'ailleurs un peu plus collectives, etc. Donc il y a l'idée d'inventer des nouveaux modèles. Je pense que ça, c'est peut-être la voie qui serait une voie en réalité spécifiquement africaine. Voilà, c'est-à-dire c'est pas de se dire l'Afrique doit copier le monde. C'est peut-être l'Afrique a quelque chose à inventer qui soit sa trajectoire propre, et
cette trajectoire, au demeurant, pourrait peut-être inspirer d'autres pays. Voilà. Je trouve que ce parti pris-là, il est intéressant. Et d'autres auteurs, je pense à Serge Latouche, qui était un éditeur de la décroissance, qui disait l'autre Afrique, justement, cette Afrique de la créativité, des communs, une énergie, parce que bon, c'est des populations très jeunes aussi. Et donc, il y a sûrement de l'inventivité là à aller chercher et peut-être des choses dont nous pourrions nous aussi nous inspirer précisément pour arriver à sortir de sociétés qui sont par trop sclérosées par leurs institutions qui aujourd'hui sont en crise. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour la question. Est-ce que vous avez d'autres questions pour nos intervenants ? Merci beaucoup pour cette table ronde. Une de mes questions, c'est une de vos actions. Vous avez pu voir un impact, mais un gros impact sur beaucoup de monde. Une action que vous avez faite et vous avez pu voir que ça avait vraiment touché beaucoup de personnes. Parce que généralement, par exemple, quand quelqu'un va lire un livre sur l'environnement, c'est qu'il est déjà sensible à la question. Alors, une de vos actions où vous avez pu voir que ça a vraiment bien fonctionné. Qui veut se lancer ? Moi, j'ai pas remarqué une action précise qui vraiment a eu un impact plus qu'une autre. Je crois que c'est vraiment l'accumulation justement de projets, d'engagements au quotidien qui font que, de façon éparse, ça a de l'impact. Là, plus récemment, la sortie de mon livre il y a un mois qui m'a complètement dépassée et je sais qu'il y a une lectrice aguerrie derrière, en fait, où je reçois des messages qui presque me semblent irréels tellement c'est beau et tellement je vois l'impact pour le coup que ça a dans les mots des autres. Et là où on mesure aussi, je crois, l'impact, c'est dans tout le bouche à oreille qui peut se faire. Quand en fait les personnes qui découvrent ton action d'elles-mêmes vont relayer cette action, en parler et être finalement une porte-parole. Et c'est en ça que l'impact se mesure. Après, il n'y a pas eu, peut-être toi, plus une action ou une conférence qui a déclenché quelque chose, peut-être même d'un point de vue politique. Mais moi, je le vois plus auprès de citoyens, en fait, qui juste s'emparent des interviews que je peux faire sur le podcast, de mes mots sur des posts Instagram ou dans mes livres, et qui, en fait, m'écrivent des messages de « waouh !» Je me dis « mais l'espoir, il est là, quoi. » Et l'impact, il est là. Et c'est en mesurant aussi comme ça son impact qu'on a d'autant plus envie de continuer d'agir puisqu'on voit que ça touche les gens. Et je crois qu'on ne le ferait pas si on était tout seul quelque part. Pour moi, ce serait quand je me suis rendue avec l'association Les Femmes de la Diaspora tchadienne en mission humanitaire au Tchad et on avait fait la construction d'un puits et j'avais vu l'impact que ça avait eu sur la population, mais au-delà de ça, c'est que les personnes qui n'avaient pas forcément connaissance de la question de l'accessibilité à l'eau potable au Tchad en ont pris conscience, dont certains ont pour d'autres projets d'en faire. Et je pense que c'est surtout ça l'impact, c'est de pas de me dire que c'est un impact seulement... que les personnes se disent « Ah ok, c'est extraordinaire », mais de se dire il y a une conscience qui est prise et une envie aussi d'agir. Je pense à certains bénévoles de l'association qui ont par exemple fait un mémoire sur le Tchad, qui ont commencé à s'intéresser dessus. Donc je pense que c'est vraiment sur ça que j'ai mon impact. En la matière, alors je pourrais en citer. Alors après, significatif, il faudrait s'entendre sur ce que ça recouvre. Moi, je pense que ça renvoie à la question des cadres institutionnels. C'est-à-dire que la question, il y a plein d'innovations sociales, effectivement, qui sont mises en œuvre. Donc, et qui en soi d'ailleurs sont cumulatives de ce point de vue, font système dans certains cas, etc. Bon. Donc il y a tout ça qui peut exister évidemment. Et puis après, il y a comment ça arrive à peser sur les institutions pour essayer de les modifier. Voilà. Moi je crois que c'est là aussi qu'il faut arriver à agir. Alors personnellement, j'essaye d'agir là-dessus. J'ai pas encore tout à fait réussi. Je me bats âprement. Mais on avait par exemple, je vais vous citer un exemple. Je vais vous citer des exemples, soit d'échecs, soit de trucs en cours. Voilà. Mais qui vont peut-être des échecs d'ailleurs. Mais en tout cas. On avait poussé par exemple la question du revenu universel il y a quelques années avec Benoît Hamon notamment ou avec Jean-Luc Glaise au département de la Gironde ici. Donc ça, on avait défendu cette idée de créer un revenu universel qui permettait évidemment de résoudre pas mal de problèmes, pas tous, mais en tout cas une part du problème de la pauvreté. La question des jeunes que j'ai évoqué déjà tout à l'heure,
d'autres aspects. Bon, donc ça, typiquement, on avait poussé ça. Bon, il se trouve qu'on s'est heurté à un mur. Alors, il y a eu l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron, et puis après, il y a eu la présidence d'Emmanuel Macron. Donc, on a eu ces deux problèmes. Donc ça, d'où l'échec. Mais, me semble-t-il, en tout cas, on a réussi à faire percer, en tout cas, une idée dans le débat, voilà, et qui reste malgré tout présente, qui revient à certains moments. D'ailleurs, là, il y a une réforme du RSA il n'y a pas longtemps. Eh ben, c'est les arguments qu'on avait développés qui ont été repris pour contester la réforme du RSA qui vise en fait je dirais, à mettre sous tutelle les pauvres, en fait, c'est pour le dire très clairement. Et ensuite, il y a un deuxième, et après, il y a d'autres sujets. Par exemple, actuellement, on pousse l'idée, il y a des initiatives il y a une expérimentation nationale. Alors là, elle est soutenue par Emmanuel Macron, donc vous voyez, je ne dis pas que du mal. Mais c'est territoire zéro chômeur de longue durée. Donc c'est comment on fait en sorte que des personnes qui sont privées d'emploi depuis longtemps puissent construire leurs propres emplois qui soient, autour d'activités qui soient utiles pour le territoire. Voilà, pour faire court. Donc c'est ça en fait qui est mis en œuvre. Il y en a une là à Bordeaux d'ailleurs qui vient de démarrer. Il y en avait déjà une à Castillon. La bataille. Il y a une 60aine de territoires en France qui expérimentent. C'est en train de se diffuser dans plusieurs pays, Belgique, Allemagne, Italie, Pays-Bas, etc. Et donc là, on pousse sur cette idée-là pour dire qu'il faudrait créer une véritable garantie d'emploi pour les chômeurs de longue durée. Là, on pourrait effectivement qu'ils soient orientés sur des activités vertes ou de cohésion sociale. Hein, voilà. Donc, qui rejoint la question de la transition écologique qu'on évoquait tout à l'heure. Et là, j'essaye de pousser, mais bon, là, le garantie d'emploi, c'est en train de prendre. Là, on a réussi à pousser un rapport au niveau européen. Bon, on est en train de créer le débat autour de ça. Voilà. Donc, on va voir après si le débat amène des réformes, ça c'est la dernière étape si vous voulez. Mais voilà, et enfin, troisième point, il y a, en ce moment j'essaye de pousser l'idée qu'il faut démocratiser l'entreprise. C'est-à-dire il y a l'idée que la République est partout en France, où la démocratie est partout, bon elle est partout en crise en réalité, mais elle n'est surtout pas dans l'entreprise. Et peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles elle est partout en crise. C'est précisément parce qu'elle n'est pas dans l'entreprise. Donc là il y a un sujet de se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte de transférer davantage la propriété des entreprises aux salariés. Bon. Donc il y a des mécanismes qui existent, y compris dans des pays très libéraux comme aux États-Unis, qui font ça en fait. Et il y a 14 millions de salariés qui sont propriétaires de leur entreprise aux États-Unis, ça on ne le sait pas, mais donc je vous le dis. Et donc l'idée serait de transférer ces mécanismes-là en France pour finalement développer les mouvements coopératifs. Voilà. Donc ça, en France et en Europe, on essaye aussi, on travaille avec des Slovènes notamment, bon c'est assez, ça peut étonner, mais il se trouve qu'en Slovénie, ils sont en train de mener une expérimentation là-dessus. Bon, donc vous voyez, ça c'est des exemples pour vous dire, en tout cas, alors pour l'instant on n'a pas encore réussi, mais enfin, vous savez, il faut démarrer, c'est des changements qui sont longs, voilà. Juste pour conclure là-dessus, sur la question du revenu universel dont je parlais tout à l'heure, le revenu minimum en France, voté en décembre 88. Voté en décembre 88, les premières expérimentations, c'était dans les années 60. Voilà. Donc parfois, il faut un peu de temps. Voilà. Donc c'est pour ça que je prends mon mal en patience. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question parmi vous ? Alors ma question, elle s'adresse plutôt à Victoria, mais elle concerne évidemment tout le monde. Mais c'est plutôt par rapport à cette génération justement qui s'engage, qui est vraiment investie dans des combats ou dans des causes qui leur tiennent à cœur. Et parfois, on peut ressentir un découragement, une perte d'élan. Et ma question, c'est plutôt comment nourrir cet élan, comment faire pour ne pas tomber dans ce découragement-là et garder cette énergie pour construire ce nouveau monde auquel on aspire beaucoup. Merci. Merci pour ta question. Je crois que cette énergie, cet élan, il se cultive et il se préserve de deux façons. À la fois dans l'élan collectif, donc quand on s'entoure de personnes qui, elles aussi, sont très engagées, ça nous permet parfois de compléter ces up and down. Donc quand il y en a qui sont hyper positifs, hyper remplis d'espoir, et puis d'autres un peu plus dépressifs parce qu'il y a une nouvelle très anxiogène qui vient de tomber, on peut s'entraider. Et on se sent aussi faire partir d'une communauté et d'une petite tribu quand on s'entoure de personnes qui, elles aussi, sont engagées. Après, je crois que ça rejoint un petit peu, j'ai l'impression, ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est des choses qui vont être très personnelles dans lesquelles tu sais que tu vas pouvoir te ressourcer. Donc des temps de méditation, des temps de lecture, des temps où tu te rappelles, toi, pourquoi en fait tu t'engages et en quoi ça t'apporte du bien-être quelque part. Donc se ramener à des choses très simples au final, mais qui te permettent de sortir la tête de l'eau quand tu sens que tu es un petit peu trop submergé. Donc voilà, je crois qu'il y a à la fois un côté très personnel, de repli presque, d'introspection, et à la fois de sociabilisation avec des personnes qui te stimulent. Mais il y a aussi une attention à avoir entre
s'entourer de personnes qui, au contraire, vont baisser ton énergie, parce que parfois, l'anxiété et les peurs, c'est des autres qui nous les refourguent. Ou nous, naturellement, en fait, ça nous serait... Et là, je l'ai vu, bon, c'est pas que sur l'écologie, mais quand on est parti avec Johan pour faire ces 6 mois de voyage au bout du monde, en fait, on se connaissait pas quand on est parti avec Johan. Et tout le monde nous disait, mais vous êtes fous, mais vous avez pas peur, mais vous allez passer dans des pays hyper compliqués, mais vous savez pas filmer, mais et ci et ça. Et en fait, il y a des questions et des peurs que nous, de base, on n'avait pas. Et à force de les entendre par les autres, on a commencé à les ressentir. Et on s'est dit, mais attends, mais en fait, ces peurs et ces questionnements, ça ne nous appartient pas. C'est les autres qui ont peur pour nous, mais nous, naturellement, on n'avait pas peur. Donc, il y a aussi quelles sont vraiment les peurs fondamentales qui, toi, t'habitent. Et quand tu es avec quelqu'un, te poser la question de qu'est-ce que cette personne t'apporte. Est-ce que cette personne va plus te mettre dans un état après d'anxiété ou de perte de confiance en toi, ou au contraire, aller puiser dans des relations qui vont vraiment t'énergiser, qui vont te donner confiance, qui vont te donner envie d'y croire. Donc je crois qu'il y a aussi un vrai sujet sur de qui est-ce qu'on s'entoure au quotidien. Donc c'est de quoi est-ce qu'on se nourrit. On parle souvent de nourriture plus vraiment au sens propre du terme, qu'est-ce qu'on mange, mais de quoi on se nourrit. Donc aussi, quel film tu vas regarder, quel livre tu vas lire, de quoi tu te nourris au quotidien, vraiment. Et quand tu épluches toutes ces nourritures-là, lesquelles te font du bien, lesquelles te nourrissent, et au contraire, lesquelles drainent ton énergie, te rendent anxieuse et te font peur, et donc petit à petit éliminer toutes ces choses qui sont pas salvatrices pour toi, et puis mettre beaucoup plus de place et d'importance aux choses qui te révèlent, quoi. Merci beaucoup. On a une autre question juste devant. J'aimerais rebondir un peu sur cette question de s'entourer des bonnes personnes. Quand on commence seul notre engagement, comment on fait pour bien s'entourer du coup? Venir à des événements comme celui-ci, je pense. Là, je pense que parmi toutes les personnes qui sont ici, il y a des pépites. Donc, après, c'est aussi un état d'ouverture aux autres. Donc, s'autoriser à aller parler, à aller faire des rencontres. Et je crois qu'il y a quelque chose aussi de très énergétique où, en fait, on est naturellement attiré par les personnes qui vont nous faire du bien. Et au contraire, les personnes où on sent que c'est pas hyper naturel, on le sent de suite. Donc, ne pas hésiter à multiplier les rencontres où tu sais qu'il va y avoir des gens qui potentiellement s'engagent et œuvrent pour le bien commun. Et parfois, on peut être timide ou se dire voilà, je connais personne, je vais être toute seule, etc. Et il faut oser. Et du coup, toutes celles et ceux qui sont là et peut-être sont venus seuls, déjà bravo et merci d'avoir eu le courage parce que c'est comme ça qu'on crée des belles connexions. Donc je pense essayer de se réunir autour d'ateliers communs, d'événements communs, de conférences, de plein de façons possibles. Et en fait, les pépites, il y en a partout, quoi. Voilà. Ne pas avoir peur aussi d'aller vers les gens. Souvent, on a peur, on se limite, mais au final, on est tous guidés par l'amour. Et si on est tous là, c'est qu'on a tous envie de se serrer dans les bras. Donc voilà, aller parler aux gens. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il n'y en a pas d'autres, moi j'en ai une. C'est comment on fait pour mêler sa vie privée, sa vie professionnelle et un engagement. Parce que par exemple, je prends toi, Merem, tu es étudiante quand même en droit privé, tu fais partie d'associations, donc tu en fais partie de 2, et en plus tu vas dans des COP à l'autre bout de... Enfin voilà, tu vas jusqu'au bout de ton engagement. Comment tu fais pour mêler tout ça ? Je pense que c'est assez compliqué. Je ne vais pas dire que c'est facile, ce serait mentir. C'est complexe, c'est une question d'organisation. Après, c'est une question aussi de prendre de la hauteur, ce qu'on parlait de l'engagement. Je pense que le problème des dépressions qu'il y a dans ces mouvements écologiques, c'est que je pense que certains mettent vraiment à 100% dans le mouvement. Moi, j'essaye de prendre du recul, d'avoir du temps pour faire du sport, parce que j'adore faire du sport, d'avoir du temps pour mes amis, pour ma famille, et de pas aussi, des fois, se déconnecter aussi de ça, de pas tout le temps en parler, parce que c'est à force d'être à 100% dans un mouvement que on parle que de ça, on vit que de ça, qu'en fin de compte, on s'oublie soi-même, et on se rend pas compte. Donc je pense que c'est surtout ça, et après, c'est compliqué, c'est sûr, mais on se dit, mais la difficulté en vaut la peine. Donc on arrive, quoi. Je vous remercie tous les trois, donc Merem Tahar, Timothée Duverger et Victoria Guillaumont pour ce beau moment. Je pense que ça a été 2 heures très riches pour nous tous. Je vous propose de les applaudir bien fort. Merci beaucoup et bon après-midi, bon Mayday Festival et puis sûrement à ce soir pour danser avec nos belles têtes d'affiche.